Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Lors de la deuxième session ordinaire qui s'est terminée vendredi dernier, le Sénat a pu examiner et adopter plusieurs projets de loi. Parmi eux, le projet de loi sur l'autonomisation des universités et des instituts supérieurs et recherche scientifique publique, les projets de loi sur l'autorisation des prêts et le projet de loi sur la promotion des logements. Reportage de Mervoula Sferen. La députée Marie-Monique Rassoazananer a présenté le projet de loi sur l'autonomisation des universités et des instituts supérieurs et sur la recherche scientifique publique. Après examen et adoption des amendements faits par l'Assemblée nationale, ce projet de loi a été validé sans amendement par le Sénat. 5 projets de loi sur des autorisations de prêts ont été également adoptés par le Sénat le vendredi 17 décembre dernier. Parmi ces projets de loi, le financement d'une partie du projet de renforcement de l'interconnexion des réseaux de transport énergie électrique à Madagascar phase 2 ou prix RTEM 2, ainsi qu'un projet de loi sur le financement de 50 642 400 000 arrières et d'un autre de 111 48 millions d'arrières venant de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. Le troisième concerne la signature concernant le financement de 450 490 millions arrières de la Société Générale et le projet de loi de 152 350 millions arrières venant de NATIC 6. Ces deux emprunts concernent la réalisation du projet Transport par câble à Antananarivo. Enfin, la 5e projet de loi qui donne l'autorisation de signature de prêt de 693 658 millions d'arrières venant de la BAD et de la FDA qui sera utilisé pour le financement du projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce de phase 2 ou PAC-FC2. Le Sénat a adopté avec les amendements apportés par l'Assemblée nationale vendredi dernier le projet de loi sur la promotion des logements à Madagascar. Mauvaise nouvelle pour le milieu politique, Randy Vasson, Jean Théodore n'est plus. Il a rendu l'âme aujourd'hui, lundi 20 décembre 2021. Il était un politicien, membre du parti politique Monima et MFM, enseignant-chercheur à l'université d'Antananarivo. Il avait occupé plusieurs postes de haute responsabilité dans le pays. Il avait été ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ministre de l'Enseignement technique et de la Recherche scientifique et a tenu également le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales du temps du gouvernement de Jacques Sylla. Randy Vasson, Jean Théodore était également membre de la Haute Autorité de la Transition et du Conseil supérieur de la Transition à partir de 2009. Depuis 2013, ses apparitions sur la scène politique se sont fait rares. Et concernant la situation du coronavirus à Madagascar, le ministère de la Santé publique a affirmé aujourd'hui que seulement 2 variants de la Covid-19 ont été détectés à Madagascar, à savoir les variants alpha et bêta. Le gouvernement surveille de près l'évolution de la pandémie. En outre, la collaboration avec le laboratoire de dépistage de la Covid-19 à l'étranger en vue d'identifier les variants existants à Madagascar est toujours d'actualité. Reportage de Aniena Martina et Nzaranjensu. Les variants Delta et Omicron n'ont pas encore été dépistés à Madagascar, a confirmé le ministère de la Santé publique aujourd'hui. Grâce à la collaboration du gouvernement malagasy avec un laboratoire de renom international, l'existence des variants dans le pays reste sous contrôle d'après les informations. Par ailleurs, cette surveillance de l'évolution de la Covid-19 a été renforcée étant donné que Madagascar s'est doté de nouveaux matériels. Néanmoins, Madagascar est actuellement en état de vigilance sanitaire et toutes les mesures dans le cadre de la lutte contre la pandémie sont toutes mises en place. Le ministère de la Santé publique invite tout un chacun à se protéger, notamment à travers le respect des gestes barrières. Et le nombre de personnes qui viennent se faire consulter auprès des centres de santé est en hausse actuellement à cause de la grippe. Cette dernière est très contagieuse et le changement climatique serait la raison de sa prévalence en cette période de l'année. Aussi, tout un chacun doit faire attention et rejoindre immédiatement les centres de santé en cas d'apparition de symptômes pour bénéficier de traitements, étant donné que les symptômes de cette grippe sont similaires à ceux de la Covid-19.
Covid-19. Andiana Martina et Enza Rangiansou nous en disent plus. Toux, température, fatigue, maux de gorge, tels sont les symptômes de la grippe à degré de contagiosité élevé qui sévit actuellement. Les enfants comme les adultes peuvent en être victimes. D'après les explications d'un médecin, le nombre de personnes qui ont consulté pour ces symptômes dernièrement a augmenté. Normalement, c'est pendant l'hiver que l'on connaît une prévalence de la grippe. Le changement climatique est considéré comme la raison pour laquelle elle sévit actuellement. La pandémie de Covid-19 ne peut être négligée, comme a souligné le docteur. C'est pourquoi il faut redoubler de vigilance et rejoindre les centres de santé dès l'apparition des symptômes. D'après les informations, renforcer le système immunitaire par des aliments nutritifs et le CVO, respecter les gestes barrières à l'instar de la lutte contre la Covid-19, comme le port de masque, restent les meilleurs moyens de combattre cette épidémie de grippe. Cette grippe devra prochainement atteindre son pic, selon les explications du médecin. Et puisqu'on parle de santé, le Fukunta Nyambudela dans la commune d'Amujachim a été doté d'un centre de santé. C'est le fruit d'une coopération entre les collectivités territoriales de base et une association internationale. Selon les informations recueillies durant l'inauguration de l'infrastructure hier, le centre de santé de base prend en charge en priorité la santé de la mère et des enfants. Mais les services ne resteront pas là. Le centre de santé s'occupera également de la santé buccale et d'autres maladies, même des cas de Covid-19. Une santé de proximité et une santé pour tous, tel est le but des initiateurs du projet, comme le veut la politique de l'État sur la santé actuellement, selon les explications. Dans le cadre du programme SANFREF, un programme en faveur de la finance verte à Madagascar, l'Agence française de développement OAFD a accordé aujourd'hui un financement à hauteur de 5 millions d'euros à une banque privée dans le pays engagée dans la finance verte. Ce financement servira pour des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de protection de l'environnement, d'après les explications de l'ambassadeur de France à Madagascar, Christophe Bouchard. Une signature de convention en faveur de la finance verte entre ces deux entités a eu lieu aujourd'hui à Mbuzatouf. Écoutons les explications de l'ambassadeur de France à Madagascar. Pour la France, c'est un projet important parce que, évidemment, il rentre à la fois dans le cadre de notre politique de coopération en faveur du développement de Madagascar et puis surtout en matière d'environnement, de lutte contre le changement climatique, de transition énergétique. C'est une priorité de la France partout dans le monde. Et comme l'a dit le directeur général, SANFREF, c'est un programme qui existe dans d'autres pays et qu'il était important de mener ici à Madagascar. Donc on est très heureux que la PNI rejoigne ce programme. Ça va permettre de financer plus de projets qui vont aller plus vite dans le sens de la transition énergétique, comme le directeur l'a dit, de remplacer les vieilles énergies fossiles, et en plus souvent chères, par des énergies renouvelables. Dans un tout autre sujet à présent, parlons transport. Une intensification des contrôles techniques des taxis-brousses dans toutes les gares routières du pays est prévue par la Direction générale de la sécurité routière. Il s'agit d'une mesure de précaution en cette période de fête. Ces contrôles se poursuivront également sur les routes nationales en dehors de la capitale et ces mesures seront effectives pendant 15 jours, a expliqué le directeur général de la DGSR. C'est Charangiana, si Anza Razonaville nous en disent plus. Les contrôles techniques des taxis-brousses au départ, mis à part la Direction générale de la sécurité routière, prévoient également des inspections techniques en cours de route ainsi qu'auprès des stationnements et routes nationales en dehors d'Antananarivo. Ces mesures seront effectives pendant 15 jours à compter de ce mercredi jusqu'au 5 janvier 2022. À noter que ces démarches s'inscrivent dans le cadre de la prévention et de la réduction des accidents de la circulation en cette période de fête de fin d'année et du Nouvel An. Selon les statistiques, 90% des accidents de la circulation sont dus à la négligence des conducteurs, a déclaré le directeur général de la sécurité routière. De ce fait, la DGSR ne se limitera pas au contrôle technique des véhicules, mais procédera aussi à un renforcement des sensibilisations des conducteurs dans l'optique de prévenir tout danger. Par ailleurs, la Direction générale de la sécurité routière a souligné que les véhicules portant encore les numéros d'immatriculation WWT ainsi que les numéros étrangers qui n'ont pas encore été soumis à un enregistrement technique ou avec des papiers expirés seront suivis de près.
Et pour terminer, la page des informations locales, les directeurs en charge de la gestion des centres de formation professionnelle et les lycées techniques de Madagascar devront passer par des formations particulières selon le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ils devront suivre des cours académiques de 2 ans au bout desquels ils recevront le diplôme de maîtrise. Un atelier sur l'élaboration du programme de formation sous ces instituteurs nommés au poste de directeur d'école technique a eu lieu sous la houlette du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 74 lycées techniques et 56 centres de formation sont concernés par ce programme. Dans les informations internationales de ce jour, les services de réanimation où le nombre de patients atteints du Covid-19 est réparti à la hausse fin novembre approche des 3000 patients alors que la moyenne quotidienne des contaminations s'installe au-dessus de 50 000 selon les chiffres publiés hier par Santé publique France. France 24. Face au variant Omicron, la France joue la carte de la vaccination, s'en tenant à la fermeture des discothèques et aux incitations à la prudence. Pourtant, d'autres pays en Europe se referment petit à petit. Au Royaume-Uni, où Omicron est dominant, le gouvernement britannique a annoncé ne pas exclure de nouvelles restrictions pour Noël. L'Irlande, quant à elle, a instauré hier un couvre-feu à 20 h pour les bars et les restaurants. Fermeture également des lieux de restauration et de culture aux Pays-Bas, où les habitants ne sont désormais autorisés à recevoir chez eux que 2 personnes, sauf du 24 au 26 décembre et pour le Nouvel An, où 4 personnes maximum sont autorisées. Le Danemark ferme également ses lieux de culture et parcs d'attractions pour 1 mois. Enfin, certains pays d'Europe mettent en place des restrictions aux frontières. L'Allemagne impose une quarantaine aux voyageurs français, britanniques et danois non vaccinés. Et l'Italie demande un test négatif à tous les voyageurs français, vaccinés ou non, entrant sur son territoire. La France a atteint hier son plus fort taux d'incidence depuis le début de la pandémie, 530 cas pour 100 000 habitants. Le candidat de gauche, Gabriel Boric, a remporté hier le 2e tour de l'élection présidentielle au Chili. Une victoire écrasante pour son adversaire d'extrême droite, José Antonio Cast, qui a officiellement reconnu sa défaite. France 24 nous en dit plus. Le choix d'un homme, mais aussi le choix d'un projet de société nouveau. Les Chiliens ont élu Gabriel Boric à la présidence de la République, un candidat de gauche qui veut mettre fin à des décennies d'ultralibéralisme hérité de la dictature d'Augusto Pinochet. En cette nuit triomphale, je réitère l'engagement qui était le mien tout au long de la campagne. Nous allons étendre les droits sociaux et nous allons le faire avec responsabilité sur le plan fiscal. Gabriel Boric a 35 ans, c'est l'âge minimum pour se présenter à l'élection présidentielle au Chili. L'ancien leader étudiant était encore inconnu il y a quelques mois, mais s'est présenté comme l'héritier du mouvement de contestation de 2019 pour plus de justice sociale. Avant même la fin du dépouillement, les Chiliens connaissaient déjà le nom de leur président. Et dans les rues de la capitale Santiago, envahies par les partisans de Gabriel Boric, les drapeaux noirs de la contestation de 2019 côtoient ceux des LGBT. Il a une vision du futur que je trouve intéressante, mais par-dessus tout, c'est un soulagement par rapport à ce qu'aurait signifié un gouvernement caste. Car José Antonio Cast, l'adversaire de Gabriel Boric lors de ce second tour, est aux antipodes du candidat vainqueur. Avocat d'extrême droite, l'homme est un nostalgique de la dictature de Pinochet, souvent comparé au président brésilien Jair Bolsonaro. José Antonio Cast a immédiatement reconnu sa défaite et félicité le vainqueur.
Pour terminer cette page internationale, les élections législatives de dimanche à Hong Kong, pour lesquelles seuls les patriotes pouvaient se porter candidats en vertu d'une réforme électorale, ont été marquées par une abstention record en dépit des efforts du gouvernement pour attirer les électeurs sur fond de répression des libertés. France 24. Le triomphe des candidats pro-Pékin à Hong Kong, ce n'est pas une surprise en raison du processus électoral imposé par la Chine. Pour être validé, chaque candidat devait présenter des gages de loyauté et de patriotisme. Je pense que c'est mensonger de parler de fausses élections parce que c'est une vraie élection et nous sommes élus par les électeurs. Je pense que nous devons respecter le choix des électeurs et c'est ça la démocratie. Malgré les tracts, SMS et publicités du gouvernement pour pousser au vote, seuls 30% des Hongkongais se sont rendus aux urnes, soit le pire score de l'histoire récente de Hong Kong. Et si l'appel au boycott est une pratique illégale, le message semble être passé. Faute de candidats, c'est par l'abstention que l'opposition s'est imposée. Ces élections étaient les premières depuis la réforme du système électoral de Hong Kong par Pékin au début de l'année. Une réforme qui a permis au régime chinois de contrôler chaque candidat et de limiter considérablement le nombre de sièges directement élus au Conseil législatif. Sur les 90 sièges en lice, seuls 20 sont désormais élus par le peuple. La majorité est choisie par des comités pro-Pékin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.